Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, est-ce que nous avons un libre arbitre ou est-ce que le libre arbitre est totalement une illusion en réalité et qu'en réalité il y a une destinée, l'intelligence de la vie, de la conscience, le divin, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, nous mène naturellement dans une direction qui peut-être est déjà écrite et qui fait que dans ce cas, chacun de nos pas, chaque choix que l'on ferait, en fait, on ne les fait pas vraiment et ce qui veut dire que notre libre arbitre n'existe pas vraiment non plus. Eh bien, je vous propose de découvrir la réponse à cette question, ou du moins quelques éclairages, quelques points de vue sur cette question dans cette vidéo. Mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue à chacun et aussi aux êtres qui viennent d'arriver sur cette vidéo, qui découvrent cette chaîne. Mon nom est Quentin Diner et je souhaite vous partager des enseignements sur la nature de l'âme, sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur, sur la nature de la réalité. En réalité, ce que je souhaite vous partager, c'est comment est-ce que on peut vivre le divin, la conscience divine, l'univers, mettez le nom qui vous convient, comment est-ce qu'on peut vivre cela dans son quotidien, dans tous les aspects, dans tous les domaines de sa vie, comment est-ce que finalement on peut vivre le ciel sur la terre. Eh bien, je souhaite et je m'y attache à partager des informations, des clés qui vous permettent peut-être de rassembler tous ces éléments en vous et de comprendre comment cela est possible. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a un libre arbitre ou pas? Eh bien, finalement, c'est une question de point de vue. D'abord, il est bon de comprendre ça. C'est que il y a une multitude de points de vue possibles et il n'y a pas une seule vérité et les choses sont vraies selon le point de vue donné au départ. Et précisément, et c'est là que nous allons aller, si nous allons à l'essence des choses, donc à l'essence de ce que vous êtes, à l'essence, à la nature de la réalité, qui est la nature de votre être, qui est la nature de la conscience, qui est la nature de l'univers, si vous allez à l'essence de cela, eh bien vous trouvez une multitude de points de vue différents, pas seulement un point de vue, parce que le mental a l'habitude de réfléchir dans l'instant selon un système de croyances donné, et donc selon un point de vue qui résulte de ce système de croyances donné dans l'instant. Mais si vous descendez à l'essence de vous-même, il y a une multitude de points de vue qui peuvent être acceptés comme vivant ensemble dans ce même instant. Donc, selon le point de vue, la réponse et l'expérience aussi, la réponse à cette question et l'expérience du libre arbitre, du coup, sera différente. Donc, on pourrait dire que, en fondement, le libre arbitre n'existe pas. Pourquoi? Parce que qui décide? Pour comprendre si le libre arbitre existe ou s'il est illusoire, il est bon de questionner sur celui-même qui aurait ce libre arbitre. Quelle est la nature même de celui qui a ce libre arbitre? Qui décide? Et si vous faites un travail d'intériorisation, d'introspection, si vous avez connu, parfois ça nous arrive comme ça sans qu'on le cherche, si vous avez connu des ouvertures de conscience au travers de différentes expériences intérieures, il y a plein de façons de connaître des ouvertures de conscience. Certaines le font à travers certaines substances qu'ils ingèrent, mais ça peut être aussi au travers d'une expérience qui nous arrive tout d'un coup, une expérience d'unité, ça peut être au travers d'une mort imminente aussi, des expériences de mort imminente. Bon, il y a différentes voies possibles pour ouvrir notre conscience à ce que nous sommes réellement et donc pour transcender l'ego, traverser le corridor de ce mental pour toucher l'essence de ce que nous sommes. Donc, le toucher est une première étape, après il est bon que ce qui a été touché puisse être cultivé, éclore et prendre la place dans notre être si nous voulons, si nous sommes aspirés, si notre âme est aspirée à vivre cette nature de la réalité, cet être véritable qui existe en nous. Alors, lorsque vous faites ce travail-là, lorsque vous êtes dans cette démarche-là, forcément, vous allez remettre en question la nature même de celui qui décide. Parce que, finalement, celui qui décide, c'est un système de croyances, et si vous remettez, je veux dire, l'identité, celui qui décide, c'est une identité, et cette identité est faite de croyances, c'est-à-dire vous avez une image de vous-même. Et cette image que l'on a de soi, elle est relativement inconsciente.
au début, mais plus on s'ouvre en conscience, plus la conscience que nous sommes vient éclairer l'image que nous avons de nous-mêmes qui au départ est inconsciente, qui remonte à la conscience du coup, et nous voyons les images que nous formons de nous-mêmes. Nous voyons d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'une identité, mais que notre identité est multiple, que nous avons plein de moi personnels qui sont finalement des rôles que nous jouons. Nous avons des moi différents lorsque nous sommes avec nos collègues de travail, des moi différents lorsque nous sommes avec notre femme, nos enfants peut-être encore un autre moi, parfois avec notre amant ou notre amante, nous avons un autre moi différent. Donc vous voyez, et chacun de ces moi ont toute une personnalité propre, avec des émotions qui sont propres, un comportement qui sont propres. Alors on pourrait voir que c'est quelque part une sorte de schizophrénie, mais la réalité du mental fonctionne ainsi. Et c'est pourquoi on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, on le connaît dans un contexte donné. On le connaît par rapport à la relation que l'on a avec lui, mais c'est courant que lorsque, par exemple, un être qui pourtant a cheminé avec son épouse ou son mari durant 20 ans, il croit le connaître, et puis tout d'un coup, son épouse ou son mari décide de rompre cette relation et d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, et il se fait que c'est tout à fait une autre personne qui existe avec cette autre personne. Alors, quelle est la vraie personne, quelle est la fausse personne là-dedans? Tout ça sont des questions de point de vue. Là, nous restons au niveau du mental, au niveau de l'expression de croyances, au niveau d'images de nous-mêmes qui se substituent à d'autres images que l'on forme de soi-même. Et donc, l'identité, finalement, première que nous sommes n'est pas claire. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous sommes un continuum d'images de soi qui se transforment et qui se remplacent les unes après les autres selon les rôles que nous jouons dans l'instant. Et nous nous construisons, hein, nous construisons aussi notre découverte de nous-mêmes, même si cette construction peut être inconsciente au début. Nous allons vers nous-mêmes, c'est le principe de l'évolution intérieure. Et à force de raffiner l'image que nous avons de nous-mêmes, ça nous aide. Et pendant ce temps-là, l'âme à l'intérieur mûrit. Et elle va de plus en plus vers l'essence de nous-mêmes, elle s'ouvre de plus en plus à cela, enfin, elle se met de plus en plus en résonance plutôt. Et ainsi, quand on transcende ça, forcément, la notion de libre arbitre est différente, vous voyez, parce que ce que vous êtes en essence, comme si vous faites une méditation de pleine conscience, par exemple, vous allez voir que au début, on croit savoir les choses, on croit contrôler les choses, on croit avoir un choix, et puis celui-même qui croit cela est remis en question. On voit que cette croyance part de choses qui nous ont été inculquées et qui n'ont pas de fondement tangible. Et quand on traverse ces fondements, on peut, dans un premier temps, peut-être remplacer ça par d'autres croyances, mais à un moment donné, on se rend compte que tout est croyance, et qu'il n'y a pas une croyance qui vaut plus qu'une autre. Et à partir du moment où on en arrive à ce constat, on est au seuil du mental qui fonctionne par un principe de création de croyances qui permettent de construire l'identité et par-dessus, l'ego peut se former. Et donc si toutes ces croyances sont vues comme étant un système qui est lui seul le mental, plutôt que de voir qu'il y aurait une croyance qui soit bonne et une croyance qui soit mauvaise, ce qui fait qu'on choisirait une croyance pour substituer une autre croyance qui nous rend inconfortable, donc on change de zone de confort, mais on ne sort pas de notre zone de confort. Si par contre on voit que tout n'est que croyance, à ce moment-là, on voit que tout ce fonctionnement de croyance est une illusion. Et qu'à partir de ce moment-là, le libre arbitre même est remis en question, parce qu'il part de ses croyances. Le fait de décider part d'une action, je veux dire le socle à partir duquel la décision est prise, c'est une identité. C'est je décide. Et ce je est fait d'un ensemble de croyances. Le je d'aujourd'hui n'est pas le même que le je de demain. Le je avec l'épouse n'est pas le même que le je avec l'enfant, qu'avec le collègue, qu'avec le patron ou son employé. Donc c'est jamais le même moi, le même je. Donc lorsqu'on remet en question la nature même du je, eh bien forcément la nature du libre arbitre en prend un sacré coup. Donc ça, c'est si vous faites un travail d'introspection et que vous avez la maturité suffisante et l'ouverture d'esprit forcément qui va avec, que pour remettre en question la nature même de celui qui décide et par conséquent la nature même du libre arbitre. Et quand on va au cœur de cela, on se rend compte que finalement ce que nous sommes, c'est l'instant et que toutes ces croyances émergent de l'instant, que le mental qui permet toutes ces croyances est une couche de perception qui est dans cet instant présent
et qu'au cœur de cet instant présent, il y a un ensemble de perceptions, un continuum, en lequel existent des émotions, existent des pensées, existe le mouvement du corps. Donc ça, c'est si vous faites l'expérience vraiment d'unité en essence, où tout est interconnecté. Ce que vous remarquez surtout, c'est qu'en allant à l'essence de ce qui est, au-delà de la pensée, au-delà de l'impression d'être, dans le sens du jeu mental, pas être dans son sens premier, ce jeu-là est une impression de séparation. Quand vous traversez ce jeu, vous pouvez vous sentir dans cet instant présent unifié à la vie. Et la vie, elle est partout. Elle est interdépendance. Elle est interconnectée. Et c'est ce qu'on remarque aussi au niveau de la science. C'est-à-dire, quand vous prenez une décision, quand vous décidez quelque chose, ça veut dire que vous avez une pensée en rapport avec votre décision. Une décision donc, s'accompagne d'une pensée, d'un raisonnement. Mais encore une fois, qui pense? Ce je qui pense, d'abord est-il séparé de la pensée ou le je est-il une pensée elle-même? Bien sûr que le je est une pensée elle-même. Donc le je lui-même est une croyance qui peut penser. Donc c'est une croyance qui s'habille d'une autre croyance, une croyance qui est le je, qui s'habille d'une autre croyance qui est penser, je pense. Mais en réalité, vous êtes la source qui permet de faire émerger les pensées. Et donc, est-ce que les pensées vous appartiennent? Est-ce qu'il existe des pensées dans votre tête, dans votre cerveau? Est-ce que si vous décortiquez votre cerveau, vous allez voir quelque part des pensées que vous pourriez saisir particulièrement? Non, et quand on analyse le cerveau, on voit des zones cérébrales, des aires cérébrales qui s'éclairent, il y a des connexions, il y a de la circulation de chimie, de biochimie, de flux entre les neurones. Mais il n'y a pas une aire particulière qui caractérise l'identité. Dans l'instant, si vous avez une croyance forte, il peut y avoir une aire qui correspond à un fonctionnement neuronal qui découle de ces croyances. Peut-être qu'il peut être visible quelque part dans le cerveau, mais elle n'est pas stable. Ce ne sera pas toujours cette aire-là qui va s'allumer. Vous voyez, c'est un mouvement dans votre cerveau qui fonctionne. Et il n'y a pas quelque chose de tangible, un je qui décide, un je qui est vous, un ego qui est vous. Et d'ailleurs, en science, il a été remarqué, maintenant que nous avons les appareils pour calculer avec plus de précision à la milliseconde près le fonctionnement des aires cérébrales, eh bien nous remarquons que, par exemple, lorsque vous levez votre bras, eh bien l'air, donc quand vous avez décidé du coup de lever votre bras, l'air en rapport avec le bras qui se lève s'éclaire avant l'air qui caractérise la décision de lever votre bras. Donc on voit en science qu'en réalité, vous ne décidez pas. La décision a été prise avant que vous preniez la décision. Et là, on arrive à un moment très intéressant, c'est la notion d'observateur et d'observé, parce que finalement, c'est une observation décidée. Mais qui décide? Qui voit? Et même cette expérience qui décide que du coup... votre bras se lève après la zone qui est éclairée, c'est quelqu'un qui a regardé cette expérience. C'est quelqu'un qui l'a observé. Mais la nature même de l'observateur peut être remise en question. Parce que ce que vous observez dépend de la nature de votre conscience, de ce que vous observez. Donc ça n'a que de valeur dans un champ de perception, dans un champ de conscience particulière. Vous voyez? Donc, en réalité... même ça peut être remis en question, c'est un point de vue, même si scientifiquement il semble que votre bras se lève après que vous ayez pris la décision qui se lève, ben c'est ce qui est observé dans un cadre d'une expérience donnée. Mais si on l'observait autrement, à partir d'un autre point de vue, peut-être que les résultats seraient différents. Donc nous revenons à l'essence de ce que vous êtes, la conscience qui est l'observateur premier, qui fait émerger ces différentes expressions. Tout comme la pensée, en réalité, si tout est interconnecté, la pensée n'est pas dans notre cerveau, alors d'où part cette pensée? Est-ce qu'il y a un point de départ à la pensée? Est-ce que la pensée, c'est votre voisin qui vous l'induit? Oui, mais votre voisin lui-même, la pensée n'est pas dans son cerveau non plus. Donc d'où partent les pensées? Eh bien, votre corps est comme une antenne qui capte les fréquences environnantes et qui construit un système de pensée par rapport à votre propre façon de raisonner dans votre individualité, votre singularité. Mais il n'y a pas
de point de départ stable qui peut être séparé du reste, à partir duquel tout naîtrait, à partir duquel les pensées naissent, à partir duquel les émotions naissent, à partir duquel vous pouvez décider quelque chose. Et ça, c'est intéressant de le comprendre, parce que l'ego, lui, forme l'inverse. Il forme un sentiment de séparation, où il serait le point de départ, l'égocentrisme, c'est ça, hein. Donc tout est centré sur soi, et ce soi-là, c'est l'ego. Donc, nous sommes un point de départ où nous pouvons décider, nous pouvons croire, nous pouvons agir sur la matière. Et dans l'expérience de tous les jours, même si, comme nous l'avons vu là, sous ce point de vue que nous avons vu du libre arbitre, on peut en conclure qu'il a l'air plutôt illusoire, hein, il n'a pas l'air stable vraiment, la personne qui a un ego très assis et qui a donc un système de croyances et des certitudes très ancrées, très appuyées, cette personne, lui, fera l'expérience d'un libre arbitre puissant. Est-ce que c'est donc erroné pour lui, vu qu'il en fait l'expérience? Ben non, parce que si conceptuellement, on pourrait dire le libre arbitre n'existe pas par rapport à ce que je viens de vous dire, si vous en faites l'expérience, ce n'est plus conceptuel. Mais si conceptuellement on peut le dire, pour cette personne, dans son expérience, lui, c'est pas conceptuel, il fait l'expérience du libre arbitre. C'est-à-dire que si vous avez des expériences fortes, des expériences, je veux dire, fortes dans vos certitudes, des expériences fortes où vous avez l'impression que vous, en tant qu'ego, vous pouvez décider quelque chose. Vous pouvez, je veux dire, un être qui a un ego important, ces certitudes ne sont pas que conceptuelles, elles existent au niveau de l'énergie. Les croyances sont des énergies puissantes qui vous créent un ancrage et un centrage à un certain niveau de votre être qui vous permet une affirmation de vous-même puissante et un certain niveau de magnétisme. Il y a différentes formes de magnétisme, c'est un magnétisme qui part de l'ego, mais il y a un magnétisme. Vous pouvez avoir une aura particulière qui a une influence. Donc quand vous avez cette aura-là, et quand vous avez ce magnétisme-là, dû à des certitudes très fortes, où vous ne vous remettez pas en question, vous n'avez pas de doute, vous avez un pouvoir d'influence, vous avez une capacité à influencer le comportement et les pensées des autres. Cette aura-là, cette énergie-là vous donne une sensation de pouvoir contrôler les choses, de pouvoir décider. Donc pour cette personne-là qui le vit comme ça, l'expérience du libre arbitre est réelle. Peut-être que dans son expérience de vie, plus tard, il aura des remises en question par rapport à cela, parce qu'il vivra des ouvertures à l'intérieur, ou je ne sais pas. Mais dans l'instant, pour lui, c'est réel. Donc quel est ce qui est faux ou vrai? Quel est le plus vrai? C'est la même chose. Je veux dire, c'est juste une question de point de vue. Donc finalement, la personne qui a l'impression de vivre ce libre arbitre, dans l'exemple que je viens de citer, et la personne qui fait une démarche intérieure et qui, pour se rendre compte que finalement il n'a pas de libre arbitre, eh bien, nous restons au même niveau. La personne qui vit le libre arbitre, c'est de l'ego, et la personne qui a l'impression qu'il n'a pas de libre arbitre, c'est de l'ego aussi. Pourquoi? Parce que avoir ou ne pas avoir, on reste dans la dualité. Donc l'impression même de ne pas avoir de libre arbitre se fait à partir d'une expérience du mental, à partir de l'identité, à partir de l'image que nous avons de nous-mêmes, à partir des croyances que nous avons de nous-mêmes. Nous nous disons, en fait, je n'ai pas de libre arbitre. Et donc ce que je vous propose, c'est peut-être de voir ça sous un autre angle. Au lieu d'être dans l'avoir, ce qui signifie trois choses, il y a une séparation, c'est je, avoir, objet. Donc je, avoir, libre arbitre. Il y a trois éléments, vous voyez, ça segmente, le mental segmente la vie, alors que tout est connecté et tout est unité. Je vous propose d'aller plutôt dans l'être, parce que sinon, le mental, vu qu'il choisit justement, il fonctionne dans l'idée que le libre arbitre fonctionne, en tout cas, parce que le mental, il n'existe plus s'il ne peut pas garder ce privilège qu'est le libre arbitre. Eh bien, dans ce cas-là, dans le mental, il y a une décision qui est bonne, ce qui est blanc, et il y a une décision qui est mauvaise, ce qui est noir. Mais la réalité, par exemple, c'est la dualité. Mais la réalité n'est pas comme ça. La nature de la réalité même, donc les forces universelles qui régissent la nature de la réalité, sont faites de forces qui s'opposent et qui permettent de créer la vie, comme le féminin et le masculin, qui permettent d'engendrer la vie, comme le yin et le yang. Donc,
ce que je vous propose, c'est pas de vraiment savoir si on a ou on n'a pas le libre arbitre, mais plutôt de voir comment est-ce que ces deux mouvements qui semblent s'opposer puissent en réalité coexister. Comment est-ce qu'en fait vous pouvez être à la rencontre des deux. Donc il ne s'agit pas vraiment d'avoir le libre arbitre ou de ne pas avoir de libre arbitre, mais d'être le libre arbitre. En fait, d'être tout simplement, et de votre être découle un mouvement qui correspond à ce qu'on appelle pas de libre arbitre, ou un état, c'est comme on veut, et un état qui découle du fait que oui, il y a un mouvement possible qui va dans cette direction. Alors, vous me suivez? Je le souhaite. Donc, être, c'est l'instant. Et être dans le sens qu'il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que vous êtes conscience. Vous êtes tout ce qui est. Vous êtes unité. Et tout ça est ici et maintenant. Vous êtes un être de conscience. Vous êtes la conscience qui vit une expérience incarnée. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience dans un corps de matière. On pourrait voir ça comme un état parfaitement stable. Donc, on pourrait l'associer à l'immobilité. Et le libre arbitre, c'est son pendant. Parce que l'un va toujours avec l'autre. Le féminin va toujours avec le masculin. Le yin va toujours avec le yang, etc. Et donc, l'immobilité va avec le mouvement. La conscience va avec l'énergie. Et ce mouvement, c'est le libre arbitre. L'essence du libre arbitre, les mots en tout cas que je vous partage ici pour décrire l'essence du libre arbitre, parce que tout ça s'expérimente, je vous propose juste des mots pour après vous l'expérimenter à votre tour. Je vous invite finalement dans ce que je partage à un voyage pour aller dans cet intérieur. L'essence du libre arbitre est dans le domaine de l'être et pas dans le domaine de l'avoir. Et quand nous allons dans le domaine de l'être, l'essence du libre arbitre, c'est un mouvement. Vous êtes à la fois conscience, qui est tout, qui est unité, qui est universel, côté immobilité, et conscience donc. Et le côté énergie-mouvement, c'est que vous êtes à la fois unique. Vous êtes unique. Vous êtes un être unique au monde, unique dans l'univers entier. Et en même temps, vous êtes tout. Vous êtes une lumière absolue, éblouissante, aveuglante. Mais vous êtes cela. Vous n'êtes pas extérieur à cette lumière. Vous êtes cela. Vous voyez ? Et vous êtes cela d'une unique façon. Vous êtes une expression unique de cet univers. Et donc, si vous voulez, essayons de le dire simplement, toute cette conscience, toute cette unité, l'univers, le développement, son évolution, c'est du simple au complexe, tout simplement. Et ça respire. Et à chaque respiration, cette simplification se déploie comme de la graine à l'arbre. Vous voyez, c'est toujours un développement avec des ramifications et ça se développe en arborescence. Vous voyez, comme un arbre qui se développe en arborescence, de plus en plus des troncs et puis des branches et puis des branchages et à chaque fois ça se développe et ça se déploie et ça s'ouvre de plus en plus pour recevoir la lumière. C'est le développement naturel, la complexification de la vie, mais pas compliqué, complexe. C'est un mouvement de démultiplication à partir du 1, de l'unité. Et ce mouvement, vous voyez, qu'est-ce qui fait que la branche part plutôt à gauche qu'à droite quand ça se déploie? Eh bien, à l'essence, ça correspond à ce mouvement du libre arbitre. Bien sûr, vous allez me dire, l'arbre ne décide pas de mettre une branche vers la droite ou vers la gauche, encore que certains me diront que l'arbre a une conscience et qu'il va faire cette décision. C'est la même question. Non, la conscience, si on estime que tout est conscience, la conscience ne se trouve pas dans l'arbre quelque part, tout est unité. C'est comme le vent. Le vent souffle à gauche, le vent souffle à droite. Ce mouvement correspond au libre arbitre. C'est-à-dire que l'essence du libre arbitre est un mouvement, et ce mouvement, au travers de la complexité du mental, finit par créer l'impression du choix. Mais au départ, c'est ce qui permet la complexification de la vie, c'est ce qui permet que chacun puisse être des individus à part entière, tout en étant unifié à tout ce qui est. Donc c'est ce qui crée la beauté, c'est ce qui crée les couleurs, c'est ce qui crée la vie. Donc conscience et énergie, immobilité et mouvement, les deux sont nécessaires. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas forcément de rejeter le libre arbitre, tout en pouvant l'exploiter sans vous en séparer.
Vous pouvez être à l'essence de vous-même. À l'essence de vous-même, il y a cette conscience qui est tout, qui on pourrait dire d'un certain point de vue est un champ quantique avec tous les possibles où il n'y a pas de temps et d'espace. Et le libre arbitre du mental, lui, agit au niveau du temps, au niveau de l'espace, dans une physique plus classique. Et donc, à ce niveau-là, vous pouvez très bien réunir toutes les parties de votre être et être dans ce champ des possibles, et à partir de ce champ des possibles, laisser émerger une décision, un choix. Mais en fait, ce choix, si vous êtes unis au mouvement, ce n'est pas un choix qui sera égotique, ce n'est pas un choix qui sera séparé du reste, parce que l'ego, le principe, c'est qu'il se sépare, c'est un sentiment de séparation. Ici, je vous parle de choix unifié, c'est-à-dire que le mouvement est celui qui vous caractérise, parce que vous êtes un être unique, donc vous avez des qualités uniques, donc vous avez un rayonnement unique, et si vous vous écoutez et vous unifiez avec ce qui est dans l'instant, vous allez avoir une impulsion, un mouvement qui vous est propre, qui vous est unique, qui vous permettra d'aller dans la direction qui est la vôtre, qui est la bonne. Et donc, la conscience elle-même est ce côté destin, si l'on veut, le côté immobilité, où vu qu'il n'y a pas de temps et pas d'espace, tout est déjà écrit. Et le libre arbitre est ce côté couleur, et ce côté vie que vous donnez à ce qui est déjà écrit. Parce que ce qui est déjà écrit, ce n'est pas des formes. Vous pouvez dessiner votre vie comme vous le voulez, mais quels que soient vos choix dans les couleurs que vous allez employer pour dessiner votre vie, dans les choix des rencontres que vous allez faire, dans les projets que vous allez faire, dans les décisions que vous prenez au quotidien, quels que soient vos choix, ça va construire quelque chose qui vous rapprochera de vous-même. Et c'est ça qui est déjà écrit. Quoi qu'il arrive, on évolue vers soi-même. Dans la graine, il est déjà écrit que si c'est la graine d'un chêne, si c'est un gland, bien forcément, ça va se déployer en un chêne. Donc on le sait ça, déjà, c'est déjà écrit. Mais quelle forme le chêne va prendre exactement, ça on ne le sait pas. Et c'est là que réside son libre arbitre. Ce mouvement. Mais ce mouvement est unifié au soleil, est unifié au mouvement de la pluie, au mouvement du vent, parce que le mouvement du chêne est unifié. Et de même, si vous êtes dans cette unification, vous pourrez avoir une expérience extraordinaire, qui est que, par exemple, vos propres pensées sont celles des autres. Elles sont unifiées. Vous pouvez aller dans un mouvement unifié où quand vous aurez une pensée particulière, vous verrez qu'elle est unie à d'autres êtres qui ont la même pensée. Peut-être pas exactement la même forme pensée, mais ça correspond au même sentiment, à la même impression. Et pourtant, vous avez totalement le vécu que c'est votre choix aussi. Et donc, votre choix devient le choix des autres, et les autres deviennent votre choix. Et donc, tout en respectant votre individualité, votre aspect unique, vous pouvez faire des choix, non pas contre ou pour les autres, comme à partir de l'ego, mais en harmonie avec ce qui est, en harmonie avec la nature. Donc, on peut ainsi vraiment associer, embrasser toutes les parties de notre être. Et c'est là que le choix devient puissant, parce qu'il est unifié à ce qui est. Et c'est bien de l'honorer, ce choix aussi, parce que la partie du mental qui permet ce socle de l'identité, eh bien c'est bien qu'il puisse rayonner et que vous puissiez, jusque dans la matière, dans votre personne et dans votre quotidien, rayonner cette conscience et donc embrasser la personne aussi. Et rayonner votre lumière dans tous les aspects de votre vie, mais dans un mouvement et dans des choix qui sont unifiés. Vous vous laissez aller dans le courant de la vie, vous êtes ce courant de la vie, et vous laissez les choix que vous acceptez, que vous laissez émerger en vous et que vous ne refusez pas, vous les laissez se manifester dans la matière. Merci beaucoup pour votre écoute. Je souhaite que ça puisse résonner en vous et vous aider. À bientôt.